Bonjour, merci d'être avec nous pour Akimag. Nous recevons aujourd'hui Bernard Etchelékou. Bonjour. Alors vous êtes psychologue et écrivain et vous venez nous présenter votre premier roman, Feu de paille et feu follet, paru aux éditions Actes Graphiques et dont l'intrigue se passe en partie dans notre région. D'ailleurs, c'est la dune du Pilat qui est en couverture. À vos côtés, Phil-Guy Clavry, bonjour. Bonjour. Alors vous venez nous présenter la semaine annuelle de culture basque organisée par Biarritz Culture et consacrée cette année à la province de la Biscaye. Alors Bernard Etchelékou, de nombreuses scènes de votre roman se passent sur le bassin d'Arcachon, mais derrière le calme apparent des flots du bassin, il se trouvent les passes qui hantent depuis près de 2000 ans les marins et les pêcheurs. C'est un très beau reportage de Karim Jbali, regardez bien. Port de la Vigne au Cap Ferret. Sortie de routine du GEMA, le bateau des sauveteurs en mer. L'éternel souci de ces marins est le franchissement de ces passes du bassin. Il fait beau, la mer est étale. Mais ils savent que sous le calme apparent de ces flots, il y a un fleuve invisible. Un fleuve formidablement puissant, qui va brasser près de 600 000 mètres cubes de sable par an. Ce sable va former, sous l'action des courants nord-sud, alternativement des creux et des bosses. Ce sont les fameuses passes, ces étroits chenaux qui ouvrent l'entrée du bassin. Ces bancs de sable, poussés par les eaux, glissent et descendent vers le sud. Ce flux et ce reflux va dessiner un cycle complet sur 80 ans. Ainsi, la passe sud progressivement se ferme, tandis que la passe nord continue de descendre. Mais toutes ces explications resteront toujours aussi vaines face aux drames humains qui se sont joués en ces lieux, comme ici, au banc du Toulinguet. La seule fois que je suis venu ici, c'était pour aller rechercher le corps d'un copain à moi, enfin d'un collègue de travail, qui a disparu avec ses 2 matelots lors d'un naufrage, d'un dramatique naufrage qui est survenu il y a 7 ans, 8 ans maintenant. C'est le naufrage du Surcouf. Quand on franchit la passe, c'est que c'est bon. On ne la franchit pas comme ça, on n'est pas des fous furieux. Hein. Elle se franchit quand c'est bon, et puis il arrive une vague qui ne doit pas être là, et c'est là que le pépin arrive, quoi. On appelle ça vulgairement la bâtarde dans notre langage. Un système de haut fond au large de ce goulet provoque en effet des déferlantes très dangereuses qui s'ajoutent aux effets de la houle. Mais est-il possible de prévoir le danger ? Oui, la météo dans les passes affirmatif, le mer belle et houle faible d'ouest. Ça lève très légèrement dans le chenal, mais ça ne brise pas, hein, uniquement en bordure de chenal. Reçu ? Il est très difficile de prévoir, étant donné qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu dans l'évaluation de la houle. On a comment on appelle pour commencer, le moment de la marée, le coefficient de la marée, les déplacements des bancs de sable, la direction de la houle qui a son importance et surtout la direction du vent. Et quand tous ces paramètres sont mélangés, on obtient des prévisions difficiles à réaliser et surtout quand on donne la houle, ça a un caractère très ponctuel. Nous n'avons aucun instrument pour évaluer la houle, je le précise et j'insiste bien, seul notre nez nous est indispensable. Nous évaluons la houle en nous basant par exemple sur la dune que vous voyez derrière moi. Quand la frange blanche des vagues, des déferlantes dépasse la hauteur de cette dune, on a déjà une idée de la hauteur de la houle. On approche les 2 mètres. Pour confirmer ou affiner plutôt la hauteur de la houle, il faut se tourner vers les passes, les premières bouées, au plus loin possible. Et à ce moment-là, on évalue avec précision la houle. Dans ce monde fragile donc, dans cet équilibre précaire entre l'eau et le sable, constamment remis en jeu, des hommes ont choisi d'en vivre et parfois dangereusement. Bien sûr, les études techniques pour améliorer la navigation dans les passes abondent. Mais tous ces pêcheurs qui ont largement versé leur tribut à la mer ne veulent pas qu'on s'apitoie sur leur sort ou qu'on s'arrête à une nécrologie. La vie du bassin, l'histoire de ce bassin ne se limite pas aux cartes postales d'été.
problème des passes, on en parle tout le temps, mais aussi Arcachon, c'est pas que du bronze de couillon, quoi. C'est aussi, il y a des pêcheurs, c'est des gens qui vivent de la mer. C'est tout un patrimoine dont nous on hérite les jeunes, quoi. Alors Bernard Etchelécou, c'est important pour vous la proximité du bassin et de l'océan pour votre inspiration? Bien sûr, c'est très important. Et je vais vous faire un petit aveu parce qu'on est entre nous. Hein. Ce matin, quand... Personne ne regarde. Non, personne ne me dérange. Et donc, quand ce matin, avant de venir ici, s'enfermer dans les studios, c'est vrai qu'il y a les spotlights là, mais je suis allé faire un petit tour sur le bassin d'Arcachon, histoire de m'oxygéner un petit peu, histoire peut-être de me concentrer un petit peu aussi pour l'émission. Et c'est vrai qu'on parle dans ce superbe reportage, on parle des feux follets en quelque sorte. Les passes, les dangers qui sont là, qui sont menaçants, on ne les voit pas toujours. Mais moi je préfère, quant à moi, effectivement, non pas bronzer couillon, hein, comme le monsieur l'a dit là tout à l'heure, mais vivre effectivement des aventures, et notamment dans ce livre que je présente aujourd'hui. Ben justement, si on vous demandait de donner envie aux gens de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je dirais d'abord, vous le lisez, ensuite vous allez peut-être rire à la lecture de ce livre, et vous allez trouver aussi des choses qui peuvent être sérieuses. Quelle est l'histoire ? Quelle est l'histoire ? Alors on peut démarrer l'histoire avec la première séance de psychanalyse qui forme le premier chapitre, première séance de psychanalyse de Simon. Oui. Simon Rodrigues da Costa, qui est donc un immigré, un fils d'immigré plutôt portugais, et qui est très très tourmenté, et il vit cette séance très très difficilement. Il y a beaucoup de tensions et en fait il n'arrive pas à articuler le moindre mot. Il reste quoi ? Seulement à un moment il a une pensée tout à fait positive, et il pense à cette superbe jeune femme qu'il a rencontrée et qui probablement venait du cabinet du psychanalyste. C'était probablement, on ne sait pas, peut-être le saura-t-on, c'était probablement la jolie et jeune patiente qui venait et qui s'était allongée précédemment sur le divan. Alors cette jeune patiente va avoir une importance considérable en tant qu'image, si vous voulez. C'est l'image de la femme, hein, la femme sublime, parfaite, etc. Parce qu'elle va prendre donc une importance considérable dans l'analyse de Simon, non seulement dans son analyse, dans ses fantasmes, elle va lui permettre de se révéler à lui-même réellement, et puis aussi, et bien évidemment, il va essayer de la rejoindre dans la réalité. Et c'est là que je préfère me taire à mon tour, momentanément, parce que je pense qu'il faut lire l'histoire. Il faut laisser le suspense. Voilà, c'est là que les feux follets interviennent. Alors, Feu de paille et feu follet, c'est le titre de votre ouvrage, et nous avons voulu savoir ce qu'était pour vous un feu follet. C'est donc ce que vous a demandé Karine Joali pour les Échos de la rue. Un feu follet, c'est pas ce qu'on trouve quelquefois dans les cimetières, non ? C'est pas les feux qu'il y a la nuit dans les espèces de forêts ou les bois comme ça. Des feux un peu louches quand même, de loin, c'est pas ça? C'est un peu mystérieux comme ça. Un gaz qui s'échappe d'un corps qui est en décomposition. C'est une petite bestiole lumineuse, voilà. C'est une petite lumière. Une petite lumière qui valse, oui. Sans plus de précision. Sans plus. Monsieur, vous êtes d'accord avec la définition de votre dame? Le follet, c'est quelqu'un un petit peu agité. Hein. Vous tirez par la tranche un roman où il y a marqué Feu follet. Ça parlerait de quoi? C'est le titre pour vous? Oui. Ça parlerait de quoi? Ça peut parler d'énormément de choses, puisque justement ça peut être une comparaison, ça peut parler d'une personne, justement, être l'histoire d'une personne qui aurait ce caractère très prime-sautier, très rapide, prompt à s'enflammer, ou ça peut être une histoire de campagne, une histoire un peu fantastique, oui, ça peut être beaucoup de choses, hein, feu follet. Alors Bernard Etchelécou, feu de paille, feu follet, c'est quoi? C'est aussi l'état mental dans lequel se trouve votre héros? Feu de paille et feu follet, c'est vrai que la dernière dame là, qui vient de parler, je pense, aurait pu à sa façon écrire le livre, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'elle a dit là, et qui correspondent effectivement à l'ouvrage. Feu de paille, eh bien, c'est la passion amoureuse. Et vous savez que lorsque les êtres sont pris de passion, les feux follets ne rôdent pas très loin en général. Feu follet, c'est effectivement la mort. Voilà, alors c'est vrai que ce sont aussi les idéaux qui nous enflamment, les illusions que l'on a et qui parfois nous laissent un petit peu comme Gavroche le disait, le nez dans le ruisseau. En tout cas, pour les membres du Club Akima qui voudraient découvrir ce roman policier plein d'humour, en plus, nous avons quelques exemplaires à votre disposition que vous pouvez tenter de gagner en nous appelant au 08 36 68 48 68. Vous avez jusqu'à demain matin 9h et n'hésitez pas à insister si c'est occupé, bien entendu.
Bernard Etchelécoux, il est beaucoup question de train dans votre livre, pour multiples raisons d'ailleurs. Il est vraiment beaucoup question de train. Il est vrai que j'ai vécu moi-même dans le milieu des cheminots, puisque mon père était cheminot. Donc je me suis permis d'inventer, je dis bien inventer, des épisodes peut-être un petit peu chauds. Il y a un petit passage chaleureux dans le livre. Phil Guy-Clavry, Bernard Etchelécoux, merci de votre visite. Donc la semaine annuelle de Culture Basque se poursuit jusqu'à ce week-end à Biarritz. Quant à votre livre, Bernard Etchelécoux, Feu de paille et feu follet, on le trouve partout en vente libre. Et demain, nous parlerons du 8e festival de BD en bordelais qui se déroulera ce week-end à Artigues, tout près de Bordeaux, avec un scoop, une dessinatrice sur le plateau qui vous montrera tout ce qu'elle sait faire. Tout de suite, la météo de Frédéric Lillet. À demain, 12h50 pour Akimag. Au revoir à demain.